Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Les députés maliens sont-ils représentatifs des populations? Eh bien, Studio Tamani ouvre le débat sur la question. Nos invités sont Philippe Keita, il est ancien député, Myriam Chazing, elle est directrice pays de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, Madame Djila Abibatou Nanyuma Traoré, elle est présidente du réseau des jeunes femmes leaders du Mali, et Mamadi Sissoko, il est constitutionnaliste. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, donc pour mieux camper le décor, nous allons poser la toute première question à M. Sissoko. Je rappelle qu'il est juriste. Alors, M. Sissoko, bonsoir, vous êtes avec nous? Bonsoir, je suis avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur la définition d'un député? Un député est un membre de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, vous savez que l'État est réparti entre trois pouvoirs en République du Mali. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir législatif est assuré par l'Assemblée nationale, dont les membres sont nommés députés. Ce sont des représentants des citoyens et qui sont là pour travailler en connexité avec le gouvernement afin de prendre des lois, afin d'assurer le contrôle de l'activité administrative et gouvernementale. Il représente les citoyens auprès des institutions et dans le fonctionnement de la République. Donc, l'étiquette principale du député, c'est d'être un représentant des citoyens. D'accord, on va revenir justement sur cette question. Alors, mais des fois, on entend une autre expression, parlant justement des députés. On parle des fois du parlementaire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? L'Assemblée nationale est souvent appelée Parlement. Donc, le Parlement, comme l'Assemblée nationale, généralement, les gens les assimilent à la même chambre. Que l'on dise parlementaire ou que l'on dise député, il n'y a pas de différence. Alors, merci beaucoup, M. Sissoko. Alors, M. Keita, je rappelle que vous êtes ancien député. Alors, est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à cette définition qui vient d'être donnée par les spécialistes du droit par rapport au terme député? Oui, le spécialiste constitutionnaliste a donné une très bonne définition du rôle du député. Le député, de façon générale, vote les lois. Article 70 de la Constitution du 25 février 1992, qui dit clairement que la loi est votée par l'Assemblée nationale. Le député, en plus, contrôle l'action du gouvernement. Ce contrôle se fait comment? Ce contrôle se fait à travers les questions qu'on pose au gouvernement et aussi à travers les questions qu'on pose aux ministres, qu'on appelle les questions orales. Le député, en plus, rend compte des activités de l'Assemblée nationale à travers des séances de restitution. C'est-à-dire qu'une fois le travail de l'Assemblée terminé, lorsque la session prend fin, le député retourne à sa base, ou dans certains pays, le député peut aller, pas obligatoirement à sa base, mais dans n'importe quel coin du pays, parce que le député, dès qu'il est élu par sa base, il devient député national. Tout mandat impératif est nul. Donc, il doit faire une restitution à la population. Maintenant, dans l'esprit malien de façon générale, c'est là où il y a un peu l'amalgame, le député exerce un rôle d'intermédiaire entre la population et l'administration. À ce niveau, le député il devient animateur, médiateur, il devient agent d'information, il fait du plaidoyer pour qu'au niveau de sa collectivité, cette collectivité puisse avoir le maximum de programmes de développement de la part de l'État. Donc le député joue tous ces rôles-là. D'accord. Alors, Mme Djila, on a déjà commencé à parler des différentes fonctions du député. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, ce rôle-là est joué effectivement par les députés sur le terrain? Bon, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, pour ce qui concerne le rôle que jouent effectivement les députés sur le terrain, il y a eu plusieurs expériences qui ont prouvé le contraire.
Parce que même quand on prend les élections législatives actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anciens députés qui ne se sont plus représentés ou bien qui n'ont plus eu la confiance de leur propre parti politique ni des communautés qui les avaient choisis antérieurement. Et on voit aussi que dans beaucoup de localités, les restitutions ne se font pas. Il y a eu une sanction de la part de ces populations-là, c'est ça que vous voulez dire? Oui, on pourrait considérer cela comme une sanction parce que si quelqu'un joue pleinement son rôle comme il se doit, je pense que la confiance, renouveler la confiance, il va de soi que la confiance soit renouvelée, puisqu'on sait qu'il y a des députés qui ont fait plus de 4 mandats, voire plus. Donc, ça fait partie des critères parce que nous, on observe que c'est pendant l'approche des prochaines échéances électorales pour les élections législatives que beaucoup de députés commencent à songer aux restitutions ou bien à faire des actions qui sont beaucoup plus visibles. Alors, Myriam, on parle effectivement des différents rôles du député. Madame Dila vient de nous faire savoir qu'elle n'a pas l'impression sur le terrain que ce rôle-là a été joué effectivement par les députés. Comment peut-on comprendre selon vous pourquoi ce rôle-là, de votre point de vue, ne se concrétise pas sur le terrain? Bon, je ne parlerai pas de mon point de vue, mais je parlerai plutôt d'une étude que nous avons menée avec le bureau d'études Odyssée, qui est un bureau d'études malien. Et on a fait une enquête auprès des élus, des députés, des élus nationaux et des élus municipaux. Et on leur a posé des questions sur leurs dépenses pendant les campagnes électorales et pendant leur mandat électif. Et aussi demander sur quoi ils dépensent leur argent. Et quelques informations très intéressantes sont sorties de cette étude. Premièrement, si on parle des législatives, la dernière fois, les candidats, on parle maintenant des députés, on dit que, ou ceux qui n'ont pas gagné les élections, mais ils ont dit en moyenne, ils ont dépensé 36 millions pour une campagne électorale. Ça, c'est en moyenne. Donc, ça peut être moins, mais ça peut aussi être beaucoup plus. Deuxième chose qui est sortie de l'étude, est 80% à peu près de ce montant est dépensé par le candidat lui-même ou porté par le candidat lui-même. Donc, ce n'est pas le parti politique qui donne de l'argent pour faire campagne. Troisième élément qui est sorti de l'étude est que pour être candidat sur une liste d'un parti politique, il faut cotiser à ce parti politique. Et 24% des dépenses est dépensé pour être sur la liste. On n'a même pas encore gagné les élections. Juste pour être candidat, on dépense déjà en moyenne 8 millions. Et dernière chose qui est ressortie est que 28% de ce montant de 36 millions est dépensé le jour J des élections. Donc, ça nous montre, ce n'est pas le jour J qu'on parle encore de programme électoral. On parle autre chose. Donc, on a 21 jours de campagne. C'est dans un jour qu'on dépense un quart, ou plus d'un quart de dépenses. D'accord, c'est bien. On va revenir encore après effectivement sur cette question de moralisation des dépenses de la campagne. Alors, M. Sissoko, Mme Dila a déjà touché du doigt le fond du sujet, notamment ce déphasage-là entre les actes posés par les députés et les aspirations justement des populations. Alors, que peut-on comprendre justement des raisons de cette situation? Je voulais d'abord compléter le rôle du député. Le député a non seulement une fonction au niveau national, mais il a aussi des fonctions au niveau international. Si vous lisez l'article 114, 115, 116, vous verrez par exemple qu'il est impliqué dans l'approbation des traités internationaux. Les traités internationaux doivent être ratifiés par les députés au nom des citoyens. Et ensuite, il y a la diplomatie parlementaire. Il y a certains problèmes internationaux à côté du gouvernement qui sont traités par les députés. Les députés, ils sont représentés même au niveau international dans ce qu'on appelle une assemblée interparlementaire. Donc cet organisme agit non pas contrairement aux actions du gouvernement, mais en complémentarité des actions des membres du gouvernement. Donc le député a non seulement des fonctions à l'interne,
Il a aussi des fonctions internationales que le temps ne permet pas de développer et de signer l'importance. Bon, quant à la problématique de la fonction de député, est-ce que les députés exercent réellement leurs compétences? C'est là où, effectivement, nous allons tomber dans les travers des députés. Cette fonction est hautement politique. Le député est l'expression d'une philosophie politique à l'Assemblée nationale. Il représente un parti politique. Et chaque parti politique doit avoir une idéologie politique. Donc, il est l'expression d'une idéologie politique. Il est aussi l'expression d'un parti politique. Mais en même temps, il tente aussi d'être le représentant d'une circonscription donnée. Donc, tout ça, ça amène une certaine ambiguïté dans les conceptions du député. Le député, l'Assemblée nationale est une sphère hautement stratégique, mais hautement politique. Heureusement. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les députés maliens représentent réellement, effectivement, ces populations-là, à travers les actions qu'ils prennent? Et cela veut dire, quand vous prenez les prorogations des mandats des députés, est-ce que c'était l'avis des citoyens? Ce n'était pas l'avis des citoyens, mais le mandat étant représentatif. Ils ont interprété ça comme une fois élus, ils ont la liberté totale d'agir en toute conscience et en toute leur liberté, dont l'article 64. Donc, le député, il travaille non pas pour les citoyens à un moment donné, mais pour une stratégie politique et pour son parti politique. Ce sont des hommes politiques. Et tout ce que vous conviendrez sur la situation d'un homme politique, admettez-le pour le cas aussi du député. Aujourd'hui, au Mali, les deux prorogations, sans la volonté des populations, illustrent bien le travers qu'on connaît avec cette fonction-là. Les députés agissent contrairement à la fonction des citoyens. Ils sont plutôt à l'écoute de leur majorité. Vous savez que le fait majoritaire est venu dénaturer la fonction de député. D'accord, on va vous revenir, M. Sissoko. La majorité vient soutenir de façon mécanique l'action du gouvernement. Ok, c'est bien noté. On va vous revenir tout à l'heure. Alors, M. Keita, vous venez d'entendre M. Sissoko, au même titre que Mme Djila. Ils estiment tous les deux, effectivement, que les députés ne jouent pas réellement leur rôle par rapport à ce que les citoyens, effectivement, leur exigent. Et vous avez été ancien député, justement. Qu'est-ce qui explique ça, justement? Bon, moi, d'abord, je ne l'explique pas. Je dois dire honnêtement que le député a ses contraintes. Quand on est député à l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Allons au début de la démocratie. Normalement, tous les Maliens devaient se retrouver sous un arbre pour voter les lois. Est-ce que cela est possible? Non, cela n'est pas possible. C'est pourquoi le peuple accepte de déléguer, de donner son mandat à des représentants qui vont agir en son nom. Dès l'instant que ce mandat vous a été donné pour agir au nom du peuple, vous voulez me dire que chaque fois que le député doit prolonger ou voter une loi, il faut faire des conférences à gauche, à droite? Je dis oui. Mais quand on est dans un champ politique, vous verrez toujours le pour et le contre. La prorogation du mandat des députés, beaucoup de Maliens pensaient que ce n'était pas bon, mais plusieurs aussi pensaient que c'était bon. Parce que d'abord, ça amène la stabilité politique. Quand on devient député à l'Assemblée nationale, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ce n'est pas la même chose qu'en Angleterre, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Ça veut dire que le président de la République, c'est lui le garant. C'est lui pour qui on a voté. Et le président, en accédant à sa magistrature suprême, prend des engagements avec le peuple malien. Vous voulez dire que les députés sont beaucoup plus liés au parti et au président qu'aux populations? Mais je veux dire que les députés, le constitutionnaliste l'a dit, c'est un tout. Quand on appartient à une majorité présidentielle, on n'est pas de l'opposition, on ne va pas venir dire « Non, monsieur le président, vous avez opté pour tel ou tel travaux dans telle ou telle localité. » Moi, je suis contre. À part certaines petites questions. Vous entendez parler, les députés de la majorité n'ont pas le droit de critiquer le pouvoir. Non, je n'ai pas dit ça. Ou de remettre en cause, en tout cas. Non. Quand
moi, je suis député à l'Assemblée nationale. On vote une loi. On compte toujours, vous voyez les gens compter. Telle voix pour, tel nombre de voix contre. Maintenant, si la majorité se dégage pour l'adoption d'une loi, cette loi est jugée, votée par l'Assemblée nationale. Maintenant, quand elle est votée par l'Assemblée nationale, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, ça se fait en votre nom, ça se fait au nom du peuple malien. D'accord, on va vous revenir. Alors, Mme Dila, est-ce que vous êtes satisfaite effectivement des différentes réponses qui ont été données à la préoccupation, à votre préoccupation de tout à l'heure? Avant que Mme ne prenne la parole, si vous permettez, quand elle parlait de renouvellement, le renouvellement n'est pas lié seulement à l'attitude personnelle du député. En 2013, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta, son Excellence, a gagné les élections, donc c'est son parti, la majorité présidentielle était constituée de députés RPM. Et quand c'était Alpha en son temps, c'était en majorité de députés ADEMA. Donc cette logique-là, il faut l'intégrer dans l'analyse. Le Mali, ce n'est pas un régime parlementaire 100%. Ce n'est pas un régime présidentiel. C'est un régime semi-présidentiel. D'accord. Voilà. On va vous revenir. Oui, alors, je suis d'accord avec ça. Mais je ne suis pas d'accord avec l'affirmation que le fait que le président au pouvoir, la majorité des députés soit du parti du président au pouvoir. Parce que tout simplement, et si on regarde ce mandat, le premier mandat pour les élections législatives passées, c'était avec le président Ibeka. Le RPM était majoritaire. Et pour ce mandat pour lequel les candidats sont en train de se préparer, de se présenter, c'est le même candidat, c'est le même président de la République qui est là. Donc, à ce niveau, je ne dirais pas que ça soit forcément lié à cela. Parce que même ceux-là qui sont du même parti ont été changés pour des motifs ou autres. Et par rapport à ma première intervention, au fait, c'est une réponse qui est mitigée. Parce que, oui, c'est vrai, certains ne font pas ce qu'on attend d'eux, nous qui sommes les citoyens. Mais il y a d'autres aussi qui sont des exemples, qui sont cités, qui sont plébiscités, qui sont même demandés. Et il y en a même, à chaque fois, on les interpelle pour venir échanger avec nous. Quels sont les défis? Qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Il est à reconnaître aussi que les députés ont des contraintes. Parce que la compréhension de la population par rapport au rôle du député, c'est différent de ce qu'ils sont en train de faire. Puisque très souvent, ils sont confrontés au fait que la population, les gens viennent avec des ordonnances, avec des demandes pour des baptêmes, pour des mariages, pour ceci ou pour cela. Certains sont vrais, mais d'autres ne le sont pas. Et surtout quand tu es élu dans une circonscription électorale, vous voyez toute cette population, toute cette communauté qui va faire des demandes ci, des demandes par là. C'est aussi autant de contraintes sur le député. Donc, mais quand on est candidat pour un poste, il faut jauger qu'est-ce que ce poste-là, qu'est-ce que ça représente. Est-ce que moi, je sais les contraintes, quelles sont les contraintes qui sont là, quelles sont les opportunités qui sont là? Parce qu'il y a beaucoup qui le font pour des opportunités exclusivement. Mais il y a des contraintes aussi qui sont là. C'est de faire le pour et le contre et savoir que voilà là où je veux aller malgré ces défis-là. Donc quand on parvient à faire cet état de situation des lieux, ça va nous permettre de mieux gérer les relations avec la communauté et de faire les restitutions comme il se doit et de jouer pleinement son rôle, que ce soit au niveau des commissions ou bien au niveau du contrôle gouvernemental. Alors avant de donner la parole à Myriam, nous allons tenter effectivement d'écouter la réaction de certains habitants de Bamako sur les fonctions du député. Ils répondent à la question de savoir est-ce que les députés représentent réellement les populations au niveau de l'Assemblée nationale. Je trouve que nos députés ne représentent pas valablement les citoyens, dans la mesure où généralement quand ils sont élus, ils sont à l'Assemblée nationale et ils ne rentrent pas en contact avec leur base pour leur faire des restitutions nécessaires. Je dirais même qu'ils s'en foutent un peu de la population. Ils se disent que nous, on est déjà à l'Assemblée nationale. Tu ne les verras revenir dans les villages ou même dans les autres coins que lorsque on appelle encore pour de nouvelles élections. Les députés, ils ont d'autres objectifs. Quand ils vont à l'Assemblée, ils oublient le peuple. Alors que
sont les peuples qui les ont élus. C'est ce que j'ai constaté chez nos députés. Ils ne visent qu'eux-mêmes et non le peuple. Vous allez voter pour eux, toi? Je vais voter, mais je vais voir. Je vais voir réellement ce que je dois faire. Quand même, je vais voter. Alors, quant à moi, je dirais que les députés doivent représenter la population. Mais puisque la population elle-même ne connaît pas les attributions ou bien le rôle des députés, la population elle-même ne peut pas cadrer les députés ou bien s'adresser aux députés pour que les députés fassent ce qu'ils doivent faire. Bon, à vrai dire, la politique n'est pas mon truc. Donc moi, je peux rien dire à propos de ce genre de choses-là. Les politiciens ne sont en train de rien faire, quoi. Alors, nous venons justement d'écouter la réaction des habitants, certains habitants de Bamako. La majorité des intervenants estiment que les députés ne jouent pas pleinement leur rôle. Alors, Myriam, est-ce qu'on peut dire que ce état de fait est un problème pour la démocratie? Bon, si c'est le cas, évidemment, c'est un problème pour la démocratie. Mais je suis d'accord avec les autres intervenants qu'il faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas dire qu'ils sont tous pareils, sans même s'informer d'abord sur la question. Mais je pense pourquoi notre étude est intéressante, parce que ça montre un peu le système dans lequel on entre quand on veut être candidat aux élections. Si le système, quand je parle de système, ça veut dire comment ça fonctionne, comment fonctionnent aujourd'hui les élections. Et Madame Dila a parlé de ces demandes de la population pour les baptêmes. Les candidats dépensent énormément. Et donc, pour avoir dépensé, ils se disent, bon, moi, j'ai déjà fait ma part. Donc, c'est important aussi pour les populations, pour les électeurs, de se rendre compte que si je prends 2 000 francs, 5 000 francs pour aller voter pour quelqu'un, ça veut dire que pour la personne, il a fait son devoir envers moi. Il n'est plus redevable envers moi. Donc, je pense que c'est important que chaque citoyen se rende compte de ça. C'est une responsabilité des deux côtés. Le politicien a la responsabilité d'informer et de former les populations par rapport à son rôle. Et souvent, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur d'aller vers les populations à cause de ces demandes financières. Mais en même temps, la population aussi doit se rendre compte que si le poids financier devient trop important, le député ou le maire a du mal à répondre à ces situations. C'est important que les électeurs comprennent bien le rôle pour qu'ils puissent bien utiliser les élus. Parce que cette représentativité, ça fonctionne seulement si l'électeur sait sur quoi il peut interpeller son député. À vous entendre parler, il y a un problème de formation, même de connaissance, effectivement, du rôle des députés de la part des citoyens. Oui, je pense que il y a beaucoup de confusion. Je pense que le rôle du maire, le rôle du président sont beaucoup mieux compris que le rôle du député. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Et les députés eux-mêmes sont responsables de ça. Même si certains députés, je ne suis pas toujours sûre qu'eux-mêmes, ils comprennent très bien le rôle. Encore une fois, il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des députés qui comprennent très bien, il y a d'autres un peu moins. Mais les populations aussi peuvent s'informer. Ça dépend. Il y a de l'information qu'on peut aller chercher. Alors, M. Sissoko, la majorité des intervenants ont remis en cause justement les fonctions de représentation des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme une crise de démocratie? Le comportement du député actuel fait la représentation de la démocratie. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la confiscation du pouvoir des citoyens. Parce que, d'abord, s'agissant de la prorogation des mandats, il ne s'agit pas de savoir si cela correspond ou non à un objectif de paix ou de cohésion sociale. Il s'agit de voir la légalité de la procédure. Il faudra entreprendre des démarches. L'état de droit exige que les comportements correspondent aux normes constitutionnelles. L'article 61 est très clair. Le mandat des députés est de 5 ans. Une loi détermine les modalités de cette élection. Point barre. On ne doit pas dépasser ça. Et l'autorité qui a la charge de l'État ne doit pas se donner ses moyens pour faire des députés à partir d'une loi ou d'un décret. Oui, mais la question, c'est surtout au niveau de la pratique. Hein? C'est la pratique où les gens... C'est une pratique qui fait partie des dérives de la démocratie représentative. On a vu en Grande-Bretagne, lorsque Boris a tenté, à un moment important de la vie de la Grande-Bretagne, on a vu des députés de son propre camp
qui ont dit non. On a vu le cas avec Trump. Un député qui a dit non, il est fautif. À un moment donné, c'est une question d'éthique. Actuellement, il y a un courant qui se développe qui veut amener la politique à respecter l'éthique. C'est-à-dire, quand on oublie son fondement, on va vers le chaos. Le fondement de tout pouvoir dans l'État, ce sont les citoyens. Si les politiciens, pour des intérêts politiques, omettent de prendre en compte les aspirations des populations, eh bien, ce serait toujours le chaos. À l'heure actuelle, la démocratie représentative connaît trop de dérives. La confiscation du pouvoir commence à prendre corps. On modifie les constitutions selon sa volonté. On prend les gens que l'on veut pour faire un comité, soi-disant mettre les points, exactement ce qu'il faut éviter. Merci, monsieur Sissoko. On va vous revenir. Merci beaucoup. Alors, monsieur Keïta, vous venez d'écouter effectivement les intervenants. Ils ne sont pas du tout satisfaits par rapport au rôle des députés. Monsieur Sissoko parle même de problèmes d'éthique de la part de certains députés. Comment vous analysez cette lecture effectivement des différents intervenants par rapport aux fonctions des députés? Bon, cette analyse, je peux l'accepter. D'un côté, de l'autre, je peux ne pas l'accepter. Je l'accepterai pourquoi? Parce qu'au lendemain des indépendances, nous avions cru que l'indépendance allait nous apporter tout. Malheureusement, 50 ans, 60 ans après les indépendances, c'est le même problème de sous-développement qui se pose à nos États. La responsabilité, c'est à quel niveau? Voilà. Les élus, les dirigeants ou bien? Bon, là, c'est un débat plus large. Contentons-nous aujourd'hui du rôle du député. En élisant un député à l'Assemblée nationale, certains pensent que, avec cet élu à l'Assemblée nationale, tous les problèmes de mon cercle vont être résolus. J'aurai la route. J'aurai le téléphone. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi les promesses qui sont tenues par les députés aussi? Non, c'est un déficit en réalité de communication. C'est un déficit de communication qui est lié à beaucoup de choses. Vous, députés, vous, candidats à la députation, vous venez vous adresser à des populations avec ou sans argent. Vous leur tenez un langage véridique sec. Moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux. Vous pensez qu'ils vont voter pour vous? Absolument pas. Donc, le député a un... Mais est-ce que c'est une raison valable pour que les députés puissent dire des choses qui ne sont pas en mesure, effectivement, même juridiquement, légalement, de le faire? Mon frère, le programme de développement d'un pays n'est pas conçu à l'échelle du député à l'Assemblée nationale. C'est un programme gouvernemental. Ce sont les présidents, les candidats à la magistrature suprême qui viennent avec un programme de développement pour le pays, pas les députés. Mais je vous dis, je vous le répète, nous sommes dans un pays où le rôle du député, il y a déficit de communication, le rôle du député n'a pas été bien compris. Le premier travail, c'est d'expliquer à la population quel est le vrai rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Et nous, quand nous étions à l'Assemblée nationale, le président Younoussy Touré à l'époque nous a instruit, moi et quelques députés, d'aller au Bénin. On allait s'inspirer de leur expérience. Et ils ont une radio du Parlement. C'est pourquoi nous sommes venus faire la même chose au Mali. Je pense que nous avons aussi une radio du Parlement. C'est nous qui l'avons fait. Nous sommes venus copier cette expérience béninoise pour faire une radio du Parlement. Justement, qu'est-ce que cette radio a changé dans les pratiques? Voilà. La mise en œuvre de cette radio a trouvé que je n'étais plus à l'Assemblée. Mais les objectifs qu'on s'était assignés en mettant en onde cette radio, c'était d'informer les populations par rapport au rôle du député. C'était d'informer les populations par rapport à ce que, valablement, légitimement, ils peuvent attendre du député. Mais si demain vous êtes député à l'Assemblée nationale, en termes de moyens, en termes de tous les problèmes qu'on vous pose, vous allez vraiment vous-même comprendre que
c'est un peu trop pour vous. D'accord. Je vais vous revenir. Alors, Madame Djila, vous avez écouté effectivement, comme les autres, les intervenants. Monsieur l'honorable a tenté de donner des explications par rapport à cette problématique-là. Quelle est l'analyse que vous faites? Oui, pas plus tard qu'hier, avec des candidates pour les élections législatives à Sikasso, on en discutait. Et par rapport à l'éthique qu'il fallait, le code éthique, respecter certains critères. Par exemple, quand elles vont en campagne, la communication qu'elles font envers la population par rapport à quel est leur rôle et dire la vérité, dire ce qu'ils peuvent faire. Donc vous estimez également comme M. Sissoko qu'il y a un problème d'éthique. Au fait, il y a un paradoxe qui est là. Comme il l'a dit, au fait, les dirigeants sont à l'image des populations, des citoyens qui les élisent. Parce que quand tu viens, comme il l'a dit, tu t'adresses à une communauté, tu leur dis « Non, je ne peux pas faire ça, cela n'est pas dans mon rôle, cela n'est pas mon rôle, cela n'est pas ceci, cela n'est pas cela. » Ils ne vont même pas t'écouter, à plus forte raison, voter pour toi. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit à ce niveau? C'est que quand on est candidat ou bien quand on est député, on jouit d'un leadership. Et ce leadership peut te permettre, en tant que citoyen de cette localité, de savoir les opportunités qui existent pour ta communauté. Donc, cela ne va pas forcément venir directement par ton rôle, le rôle que tu dois jouer au niveau de l'Assemblée nationale, mais d'organiser au niveau local par rapport déjà les collectivités locales sont là qui jouent pleinement ce rôle, c'est de créer une synergie d'action pour voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être fait. Il y a même des femmes députées qui ont fait les témoignages par rapport au lobbying qu'elles ont eu à faire auprès du gouvernement, souvent pour qu'il y ait telle infrastructure à telle localité. Parce qu'ils avaient des soucis à ce niveau, les communautés, la population lui a dit, elle a dit, OK, on va le transmettre là où il faut et à qui de droit. Et au fur et à mesure que l'occasion, à chaque fois qu'ils échangeaient dans les commissions, elle parlait du cas de sa localité, l'école de tel, la cour d'école de telle localité. Et là, on lui a dit que voilà, il y a telle opportunité. Donc, d'action en action, ça a été réalisé par le gouvernement, mais ils ont nommé cette clôture-là par son nom, à elle. Donc, ce sont des occasions, des opportunités. La fin justifie les moyens, justement, si je vous comprends bien. Au fait, les circonstances sont telles que la responsabilité est partagée. D'accord. Alors, on va vous revenir, Myriam. Est-ce que la communication, l'honorable a parlé de la communication pour pouvoir changer. Voilà, il y a un déficit de communication. Elle a mis l'accent justement sur la communication. Vous estimez que la communication peut changer quelque chose? Oh, mais ça change tout, à mon avis. Déjà, il faut parler le langage des populations. Moi, je trouve que c'est trop facile de dire, je l'entends parfois, les Maliens ne sont pas prêts pour la démocratie parce qu'ils sont analphabètes. Moi, je trouve ça... Je ne crois pas à ça. Moi, je pense que les gens savent très bien ce qui est important pour eux, quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qu'il faut à leur niveau pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc, les populations savent très bien. Maintenant, quelle communication ils ont, comment, et c'est le rôle du député de traduire ce qui est dit à la base vers l'exécutif. Ça, pour moi, c'est vraiment... Et d'interpeller le gouvernement si ce que le gouvernement fait ne répond pas aux aspirations des populations. Donc, c'est le rôle premier, pour moi presque, d'un député ou d'un élu, c'est d'être communication entre la base et l'exécutif. Et donc, ça ne suffit pas de dire que les populations ne comprennent pas, donc on laisse tomber. Non, ça veut dire que l'élu doit faire plus d'efforts. Oui, pas seulement sensibilisation, mais aussi d'information. D'accord. Alors, M. Sissoko, on entend généralement au sujet des députés que, selon les textes, justement, que tout mandat impératif est nul. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est ce que je dis dans un journal. J'ai récemment écrit que l'article 64 qui dit que tout mandat impératif est nul et que le député, une fois élu, est libre de déterminer ses choix. Mais un député n'est jamais libre de déterminer ses choix dans la mesure où, au plan éthique, ce sont des citoyens qui ont compté sur lui et qui l'ont élu pour qu'ils puissent tout simplement refléter leurs aspirations dans les décisions. Deuxièmement, le député, son fondement, ce sont ces citoyens qui l'ont amené à l'Assemblée nationale. Mais
le fait majoritaire est venu tout chambouler. Lorsque des députés se sont regroupés par alliance, un député qui est élu aujourd'hui, parce qu'on suppose qu'il est tel, et dès qu'il est élu à l'Assemblée nationale et qu'il est investi dans ses fonctions, il choisit des alliances contre nature. Donc, vous imaginez déjà que cette liberté va à l'encontre de l'éthique. Dambé, l'Adria, l'Anaya, ça disparaît. Or, si cela disparaît dans la société, je crois que ça ne peut pas aller. Imagine le cas au Niger, lorsque Hamma Amadou, un petit parti politique qui n'a que 2 députés, avait à l'époque amené Hamma Amadou, Premier ministre, devant l'Assemblée pour des détournements de biens publics. Mais tous les députés sont sortis, que ce soit par stratégie politique. En tout cas, tous les députés sont sortis pour dire ça suffit. Hamma Amadou a été déféré devant la justice. D'accord, merci Aujourd'hui, merci, monsieur. C'est l'Assemblée nationale qui a les moyens de régler tous nos problèmes. Ils peuvent, ils ont le pouvoir constitutionnel de démettre le gouvernement. Ils ont le pouvoir constitutionnel d'accuser le président de la République. Ils ont le pouvoir constitutionnel de drainer toute personne devant une commission. Si aujourd'hui le pays ne va pas, ils en supportent une responsabilité importante dans le chaos. Merci, M. Sogo. On va vous revenir tout à l'heure. Alors, M. Keita, un des rôles aussi des députés, c'est aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Alors, certains observateurs dénoncent effectivement l'inexistence de cette pratique constitutionnelle, en tout cas chez le député malien. Qu'est-ce qu'il explique? Bon, moi je dois dire que c'est inexistant. Non, juste c'est pratiquement, ça se fait rarement. Ils veulent dire que ça se fait effectivement rarement. Pas du tout. Les questions notamment la crise scolaire, certains observateurs estiment que cette crise scolaire aurait dû quand même nécessiter une interpellation du gouvernement. Si vous me permettez de parler un peu de notre mandat. Quand la crise malienne a commencé à éclater, les députés de l'Assemblée nationale ont convoqué le gouvernement à huis clos. Et on a fait un rapport qu'on a adressé au gouvernement du Mali pour dire attention, au nord, il se passe tel ou tel problème. Si vous ne faites pas attention, le problème va vraiment éclater. L'Assemblée nationale fait beaucoup de choses que les gens ignorent. Un député peut, au nom de sa circonscription ou au nom d'une autre circonscription, inviter un ministre du gouvernement à venir débattre d'une question à l'Assemblée nationale. Dire que cela ne se fait pas au Mali. Non, ils disent que ça se fait pas, ça se fait rarement. Non, alors on va vous revenir. Non, mais s'il vous plaît. Ensuite, les programmes de développement que les députés défendent. Quand tu appartiens à un pays pauvre, quelque part, quel que soit ce que tu vas faire, on dit dans cet adage que transpirer sous la pluie, personne ne va le savoir. En réalité, les députés font beaucoup. Oui, mais la question... Au niveau de leur localité, seuls quand ils ne peuvent pas, nous nous mettons en groupe. Au niveau de la région de Caille, par exemple, il y a ce qu'on appelle la coordination des députés de la région de Caille. S'il y a un problème propre, par exemple à Kenyeba, dont je suis ressortissant, je le porte au collectif des députés de la région de Caille. Et ensemble, nous partons voir le gouvernement, le président de la République. Tout ne se fait pas directement à l'Assemblée. Nous allons voir les ministres, nous allons voir le président de la République. Oui, mais par rapport à une question d'actualité, est-ce que vous estimez que les députés auraient pu peut-être interpeller le gouvernement par rapport à la crise scolaire, par exemple? Mais nous, en notre temps, la crise scolaire, on a fait plusieurs séances sur la crise scolaire. Mais la situation actuelle est encore... Même la situation actuelle, c'est sûr et certain. Je ne suis pas tous les travaux de l'Assemblée nationale. Mais si les débats pouvaient résoudre tous les problèmes du Mali, je vous dis, nous avons fait assez de débats. Alors, mais nous sommes un pays pauvre. Les gens pensent qu'il faut trouver un bouc émissaire sur le député à l'Assemblée nationale. La route de ma localité n'a pas été construite, c'est parce que je n'avais pas un bon député. Bon, ils ont raison, c'est ce que j'ai dit. Quand nous avons eu l'indépendance en 60, on a pensé que l'indépendance allait nous apporter tout. Quand je vote pour vous demain, je pense que vous allez résoudre tous mes problèmes. Si tous mes problèmes ne sont pas résolus, aussi bien les problèmes de la collectivité que mes problèmes propres à moi, comme madame a si bien le décrire,
Mais nous, on était un jour en travaux au niveau de la commission loi, s'il vous plaît. Une dame est venue... Un peu rapidement. Très rapidement. Une dame est venue demander à la présidente. Elle voulait voir la présidente. Elle a tellement insisté que la présidente a demandé excuse aux membres de la commission, au commissaire, pour recevoir la dame. Elle venait chercher une marmite. Et quand la présidente lui a dit, permettez-moi de terminer la séance, elle a dit, oui, c'est aujourd'hui, tu peux me dire ça. Demain, quand tu venais chez nous pour voter pour vous, vous ne m'avez pas donné rendez-vous. Donc, ce sont des problèmes qui ne sont pas très simples. Alors Madame Dila, est-ce que quelle est l'analyse que vous faites par rapport au rôle du contrôle de l'action gouvernementale de la part des députés, puisque certains analystes, observateurs estiment que ça se fait rarement, en tout cas au niveau du Mali? Bon, je ne dirais pas que ça ne se fait pas. Parce qu'il y a beaucoup qui se font. Et même au niveau des espaces d'interpellation, on voit très souvent que le gouvernement est très souvent interpellé par rapport à tel ou tel sujet. Oui, mais on parle de l'Assemblée nationale. Oui, il s'agit de ça. De la part des députés. Oui, bien sûr, de la part des députés. Maintenant, l'autre chose est que, par exemple, il y a des personnes qui peuvent vouloir que les députés interviennent spécifiquement sur des thèmes comme l'éducation, comme vous venez de le dire. Il y a des interventions qui se font tout de même, déjà que la loi a été votée et tout ça. Mais l'autre chose est que par rapport à cette volonté que les députés interviennent, est-ce qu'ils attendent à ce que les députés fassent ce qu'ils veulent, eux, ou bien ce qu'ils posent comme action, ce que eux ils attendent personnellement d'eux, ou bien est-ce que les interventions qu'ils ont faites selon les députés qui sont vraiment des solutions efficaces selon les stratégies ou bien les actions qui sont faites. Donc, à ce niveau, c'est aussi une autre analyse à mener. D'accord. Et aussi, on tend vers la fin effectivement de cette émission. Nous allons aborder la question de moralisation des dépenses de la campagne. Alors Myriam, votre structure a fait effectivement une étude là-dessus tout récemment. On parle même de 30 millions par député par rapport effectivement aux dépenses de la campagne. Alors M. Sissoko, est-ce que ces dépenses colossales alors constituent effectivement une irrégularité pour la démocratie? C'est évident que lorsqu'on utilise de l'argent pour être élu, les conséquences, c'est quoi? C'est que les premières heures de son élection, c'est pour mener des actions pour récupérer ces sous-là et mettre à la disposition du parti. Mais c'est évident que ça nuit à notre parlementarisme. Lorsqu'aujourd'hui l'idée fonctionne dans ce pays, et c'est le seul pays où le système de l'EID marche. Mais l'EID, si ça marche, c'est parce que le débat parlementaire ne fonctionne pas. Sinon, tout ce qui se passe devant l'EID devait être discuté devant l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale de régler ces choses, mais ils sont préoccupés par d'autres intérêts, autres que l'intérêt des citoyens. C'est pourquoi notre démocratie aujourd'hui vraiment est gravement menacée. Il faut de la cohabitation. La cohabitation est la seule solution à ces dépenses-là. Okay, merci. Qu'il y ait à l'Assemblée nationale des individus qui n'ont rien à voir avec le parti au pouvoir ou le pouvoir exécutif. Merci, M. Sissoko. Merci beaucoup, vraiment, c'est bien noté. Alors, M. Keita, un mot sur ces dépenses, effectivement, des candidats aux élections. Il faut quand même accepter cette étude, la conclusion de cette étude. C'est vrai que ce soit les maires, que ce soit le président de la République, les députés, tous ont un fonds de campagne qu'ils utilisent. Bon, c'est dommage pour la démocratie. Si on parle de 30 millions, par exemple... Voilà, c'est leur étude qui le dit. Études, 36 millions. C'est leur étude qui le dit. D'accord. Bon. Merci, honorable Nanima. Un mot là-dessus, 30 secondes. Pour avoir eu accès aux résultats des études, c'est vraiment une réalité, puisque ces études ont été menées auprès des partis politiques et puis auprès des candidats eux-mêmes. Et c'est une réalité, mais il faut aussi reconnaître que le financement public des partis politiques octroie des fonds
selon que le parti ait tel ou tel pourcent de députés. Donc ça fait partie des fonds qui sont là et qui doivent être mis à disposition. Parce que quand il est question de campagne, il y a beaucoup d'aspects logistiques qui sont là. Et c'est une réalité. Merci Madame Djila, excusez-moi. C'est ça qui met donc fin à cette émission qui portait justement sur les fonctions du député au Mali. Nous étions avec Philippe Keita, il est ancien député. Myriam Tchazing, elle est directrice pays de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Abibatou Nanyuma Traoré, elle est présidente du réseau des jeunes femmes leaders du Mali. Et Mamadi Sissoko, il est constitutionnaliste, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques. À la régie vidéo, il y avait Peting Diara, à la mise en onde, Serou Dao, à la coordination Mamadou Touré et à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.